Bonjour, je suis Adélie de l'équipe Adaptive Math et je vous retrouve aujourd'hui afin de vous présenter la ressource. Lors de ce webinaire, je commencerai par une présentation brève de la ressource. Je vous parlerai des trois piliers qui constituent nos modules. Je ferai une démonstration d'Adaptive Math du côté enseignant et élève, puis j'échangerai sur les différents scénarios d'usage de la ressource. À l'issue de ce webinaire, je vous montrerai comment obtenir un accès à la ressource. Alors, qu'est-ce que c'est Adaptive Math? Adaptive Math, c'est un assistant pédagogique pour l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques. Il est destiné aux élèves de CP, CE1 et CE2, mais nous avons certains utilisateurs qui ont inscrit leur classe, par exemple leur classe Ulysse, sur la ressource. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du P2IA, qui est un partenariat d'innovation sur l'intelligence artificielle fondé par le ministère de l'Éducation nationale et qui a pour objectif de co-construire une intelligence artificielle au service des enseignants et de leurs élèves. C'est une ressource qui est accessible gratuitement depuis le site Compagnon ou bien de votre ENT. Adaptive Math, c'est une application qui a été fondée sur trois innovations. D'abord, les recherches récentes en sciences cognitives vont être utilisées dans la ressource pour stimuler l'apprentissage des notions structurantes des mathématiques. Dans Adaptive Math, on va retrouver 7 modules. Le module 1, nombre et calcul. Le module 3, résolution des problèmes arithmétiques. Et le module 4, résolution de problèmes grandeur et mesure. Alors pourquoi 7 modules? Alors vous pouvez voir qu'en fait le module 3 et 4 ont été déclinés en 3 paliers qui correspondent au niveau attendu au CP, au CE1 et au CE2. Les modules 2 et 5 sont en cours de travail. Le module 2 portera plus sur le calcul et le module 5 sur la géométrie. Le module 1, donc nombre et calcul, a été dirigé par le professeur André Knops, qui est un chercheur en psychologie du développement et neurosciences cognitives au CNRS et à l'université Paris-Cité. Dans ce module, il explique que les recherches en sciences cognitives montrent que la capacité à estimer des quantités est innée chez le nouveau-né et donc c'est une compétence pivot dans l'acquisition des mathématiques à l'école. Dans ce module, par exemple, on va comparer deux collections de nuages de points pour ensuite traduire la collection de nuages de points vers la ligne numérique graduée et enfin traduire le chiffre vers la ligne numérique graduée. Et donc c'est grâce à ces exercices où on va mélanger les différentes représentations du nombre. Donc dans ce module, on passe progressivement de la représentation du nombre qui est acquise dès la naissance, donc la représentation non symbolique des quantités, à la représentation des nombres symboliques, donc celle qui va être utilisée traditionnellement en cours pour étudier les mathématiques. Les modules 3 et 4 ont été dirigés par le professeur Emmanuel Sander, qui est un chercheur en sciences cognitives à l'Université de Genève. Et dans sa démarche, il explique que la recherche montre que les élèves vont d'abord disposer de conceptions intuitives, donc qui peuvent être issues de leur vie quotidienne ou de leur environnement, et qu'il leur faut dépasser pour parvenir à une compréhension réelle des concepts mathématiques. Enfin, la résolution de problèmes va se faire à partir de scénarios qui ont été spécialement conçus pour permettre aux élèves de dépasser petit à petit leurs connaissances intuitives et mieux comprendre le sens des 4 opérations. Donc l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Dans ce module, on va travailler à partir d'outils de modélisation avec le schéma ligne et la boîte à nombres afin de détacher les conceptions intuitives de l'addition et de la soustraction, comme par exemple l'impression de perte avec la soustraction et l'impression de gain avec l'addition. Donc on va prendre le cas de la consigne qui est proposée juste ici. Ce matin, Louise arrive avec des billes à l'école. À la récréation, elle perd 4 billes. Il lui reste 7 billes. Combien de billes avait-elle ce matin? Donc dans cet exercice, on va demander à l'élève de modéliser la situation avec les différents éléments qui sont donnés dans la consigne afin de répondre à la question. Donc sur la ligne numérique graduée, par exemple dans le cas du schéma ligne, l'élève va d'abord disposer les 4 billes, puis les 7 billes afin de répondre à la question et modéliser la situation. Pour la deuxième innovation, on s'intéresse plus à l'intelligence artificielle qui va être utilisée du côté élève et du côté enseignant. Alors du côté élève, il va être utilisé pour personnaliser le parcours de l'élève en lui distribuant les exercices les plus pertinents pendant son travail.
Et du côté enseignant, elle va être utilisée pour synthétiser et présenter les résultats collectifs et individuels de la classe dans un tableau de bord que je vous montrerai lors de la démonstration. Donc à droite, vous avez un schéma qui illustre comment fonctionne cet algorithme. Donc on a d'abord 2 élèves d'une même classe, mais d'un niveau différent, qui vont tous les 2 procéder à une phase de test initial, où le but est de permettre à l'algorithme de positionner l'élève au sein de la classe. Donc l'élève va répondre à une série de questions et ces données seront analysées par l'algorithme. Grâce à ces données, l'algorithme va pouvoir constituer ce parcours personnalisé grâce à l'algorithme de ZPDS. afin de personnaliser le parcours de chaque élève. Et ces données seront reportées dans le tableau de bord de l'enseignant. Pour la troisième innovation, on va plus s'attarder sur l'interface graphique de la ressource. Elle a été étudiée spécialement pour maintenir l'attention de l'élève sur la discipline. C'est-à-dire qu'on a voulu éviter une surcharge cognitive, l'interface est assez sobre, assez classique, pour éviter que l'élève soit distrait par des illustrations, etc. Et cette interface va permettre de stimuler, de favoriser la motivation intrinsèque de l'élève. Je vais donc procéder à la démonstration. Donc là, nous sommes dans l'interface enseignant. Alors c'est une plateforme assez intuitive avec plusieurs entrées possibles. En haut, on retrouve les modules, le tableau de bord et l'espace pédagogique. Alors si je clique sur module, vous allez pouvoir consulter l'ensemble des objectifs présents dans un module, qui se découpe ensuite en activités, puis en exercices. Il y a en tout 8000 exercices autocorrigés dans la ressource. Et ici, dans l'interface professeur, ils sont tous consultables puisque l'intelligence artificielle n'intervient pas, mais évidemment, l'élève, lui, de son côté, ne fera que les exercices dont il a besoin et qui ont été sélectionnés par le moteur d'intelligence artificielle. Donc là, nous pouvons voir par exemple que dans le module 1, nombre et calcul, il y a 16 objectifs. En cliquant sur un des objectifs, par exemple l'objectif 1, comparer des collections comprenant 1 à 20 objets, on voit donc l'exercice à droite et sur le côté gauche, un bandeau d'informations rétractable qui va permettre d'accompagner l'enseignant. On retrouve le titre de l'objectif, la démarche du chercheur et comment ça se traduit dans l'activité proposée. En haut, le bandeau permet de naviguer parmi les 8000 exercices de la ressource. Donc on retrouve les modules, les objectifs, les activités et les exercices. Alors vous pouvez voir un haut-parleur juste ici qui va permettre d'énoncer oralement la consigne. Nous allons maintenant nous intéresser au tableau de bord grâce auquel l'enseignant va pouvoir suivre la progression des élèves, de groupes d'élèves et de la classe. Pour cela, il suffit de cliquer sur Tableau de bord. Alors, ces tableaux de bord ont été construits pour être simples d'utilisation pour le professeur en fonction du temps dont il dispose. Alors, nous avons une première vision d'ensemble de toutes les classes de l'enseignant. Quand on clique sur une des classes, par exemple la classe de CE1, pour chaque classe, l'enseignant a la possibilité de gérer les modules, c'est-à-dire de bloquer l'accès à certains modules, et plus précisément à des objectifs ou même des activités. Par exemple, car la notion est trop complexe ou n'a pas été encore abordée en classe. Il suffit de désactiver et automatiquement, dans la création des parcours personnalisés de l'élève, l'intelligence artificielle sait qu'elle ne doit pas aller piocher dans ce module ou dans cet objectif parmi les exercices proposés. Pour chaque module, l'enseignant a une vue globale sur tout d'abord la progression de la classe dans le module et aussi on peut voir si des élèves rencontrent des difficultés ou s'ils ont à l'inverse surmonté des difficultés. Par exemple, nous pouvons voir que ici, la classe de CE1 a fait 17% du module 1. Si je souhaite avoir plus de détails sur un module, je clique sur le module qui m'intéresse, par exemple le module 1. Ici, j'ai une vision de la classe avec les élèves et leurs avancées. Ce tableau est disponible pour chacun des modules. On retrouve à gauche le nom des élèves et en haut l'ensemble des objectifs du module. En bleu clair, ce sont les objectifs non commencés. En bleu clair entouré de bleu foncé, ce sont les objectifs en cours.
Et en bleu foncé, les objectifs terminés. On peut voir que les élèves ne travaillent pas tous les mêmes objectifs. Il y a également un système d'alerte que vous pouvez voir grâce aux flèches bleues et roses qui permettent à l'enseignant de savoir rapidement si un élève a surmonté une difficulté ou s'il a fait face à des difficultés sur un ou plusieurs objectifs. C'est donc un vrai gain de temps. À noter que le système d'alerte, donc rose ou bleu, donne une tendance moyenne basée sur les 10 derniers exercices que l'élève a fait. Et ensuite, s'il veut comprendre plus en profondeur les difficultés sur cet objectif, l'enseignant peut cliquer sur n'importe quelle case pour voir l'historique des exercices qu'a fait l'élève. Là, par exemple, j'ai pris le cas de Soyun Park sur l'objectif 5, positionner des nombres. On retrouve toutes les informations, donc le nom de l'objectif, ici positionner des nombres. Et pour chaque exercice, on a deux histogrammes. Tout d'abord, la prédiction de l'algorithme en bleu et par-dessus, ce qu'a fait réellement l'élève en orange. Alors, au tout début, l'algorithme se cale sur le test initial et ensuite sur l'historique d'exercice qu'a fait l'élève et s'adapte donc en permanence. Plusieurs critères sont pris en compte, comme le temps de réponse par exemple. Si l'élève surperforme par rapport à la prédiction de l'algorithme, une pastille bleue apparaît au-dessus de sa barre et à l'inverse, s'il sous-performe, une pastille rose apparaît au-dessus de sa barre. En cliquant sur l'exercice, celui-ci apparaît sur l'écran et donc sur cette base, l'enseignant peut faire une intervention ciblée sur une notion ou un exercice qui pose problème à l'élève. Je suis revenue sur le tableau de bord et en cliquant sur le nom de l'élève qui nous intéresse, par exemple Catherine Bourbon, on a accès à sa fiche individuelle où on va retrouver le temps qu'aura passé l'élève sur la ressource, à quel groupe il appartient, juste ici, et aussi son tableau de progression individuelle, avec la possibilité de filtrer en fonction du module. Alors, une autre fonctionnalité du tableau de bord que je viens d'énoncer, ce sont là les groupes d'élèves. Donc pour cela, je clique sur Afficher les groupes et ici, les élèves sont répartis en groupes similaires grâce à l'algorithme de clustering. Dans la classe de CE1, sur le module 1, nous avons 3 groupes et il peut y avoir jusqu'à 5 groupes dans une même classe. Les groupes sont constitués selon 3 critères. Tout d'abord, le temps moyen passé sur chaque exercice, le nombre d'objectifs ouverts et le score moyen sur tous les exercices réalisés. Les élèves qui sont dans un même groupe ont donc des caractéristiques communes basées sur ces critères. Donc, par exemple, en cliquant sur le groupe A, l'enseignant va voir le nom des élèves du groupe et va pouvoir consulter les résultats de ce groupe sur les 3 critères que j'ai précédemment listés. Ces groupes sont formés par module et il est donc possible de naviguer entre ces différents modules. Et évidemment, les groupes sont différents d'un module à un autre. Grâce à cette information, l'enseignant va pouvoir prendre des décisions pédagogiques, comme faire des évaluations distinctes en fonction des groupes, ou bien à un groupe en particulier qui rencontre des difficultés sur une notion précise. Ou encore donner un travail à faire à plusieurs en associant des élèves de différents groupes. Par exemple, tous les élèves de ce groupe rencontrent des difficultés sur tel objectif, je vais leur donner des exercices complémentaires sur cette notion. Donc voilà pour le tableau de bord. Et enfin, on retrouve un espace pédagogique au sein duquel l'enseignant va pouvoir consulter toutes les informations relatives à Adaptive Math. Alors, on va retrouver dans cet espace 4 rubriques. Tout d'abord, la recherche et la didactique, où on va retrouver des informations et des vidéos sur les démarches des chercheurs. La personnalisation et les tableaux de bord, qui expliquent comment fonctionne l'intelligence artificielle au sein d'Adaptive Math, des informations sur la personnalisation des parcours grâce à l'intelligence artificielle. Une troisième rubrique structure et contenu, qui sont la liste des modules, un récapitulatif des fonctionnalités de la ressource et le détail, la structure et contenu de chaque module. Et enfin, une foire aux questions. Alors, je suppose que vous avez maintenant envie de voir ce que l'élève voit sur son interface.
Après avoir rentré son code classe et son code élève, une fois connecté, l'élève a une vision globale sur les modules qui lui sont accessibles. Il peut donc voir sa progression au sein de chaque module. Par exemple, l'élève Soyun Park voit que sa progression sur le module 1 est de 0 objectif terminé sur les 16 présents dans le module. Si je lance un parcours, un exercice apparaît. Sur le bandeau rétractable à gauche, l'élève peut visualiser les notions et objectifs sur lesquels il est en train de travailler sous forme de frise. Alors ça ne veut pas dire que son parcours va être linéaire et que les notions vont être traitées dans cet ordre-là, c'est simplement un repère pour l'élève. Parce qu'en fait, la recherche a montré que le fait de visualiser sa progression, ça augmente significativement la motivation intrinsèque de l'élève. Et donc ici, à continuer à avancer dans son parcours. Alors, la petite flèche que vous voyez juste à gauche se déplace en fonction des préconisations de l'algorithme pour l'élève. Donc l'élève comprend donc où est-ce qu'il en est dans son parcours. Les points bleus correspondent aux objectifs qui sont en cours. Les points avec un cadenas signifient que l'objectif n'a pas encore été ouvert ou bien commencé. Et lorsqu'un petit symbole validé apparaît, c'est que l'objectif est validé. Et tout en haut, on retrouve la barre de progression au sein du module. Donc l'élève va pouvoir répondre à la question. Donc dans le cas d'une mauvaise réponse, par exemple ici, un retour évaluatif est affiché et qui place en fait en vis-à-vis la réponse de l'élève et la réponse attendue. L'élève ne pourra pas refaire cet exercice précisément, mais automatiquement, l'intelligence artificielle va lui reproposer un exercice du même type. Donc, par exemple, là, je vais répondre juste, et donc un bandeau apparaît en vert, ce qui signifie que la réponse est bonne. Quelques recommandations d'usage. Alors, nous recommandons des séances de 15 à 20 minutes, 2 à 3 fois par semaine selon le temps dont vous disposez. Adaptive Math est un outil complémentaire, voilà, il n'a pas vocation à remplacer le professeur. La présence du professeur est essentielle durant les séances de travail et de manière générale. C'est un entraînement, c'est un exerciceur. Alors, il est possible de travailler de différentes manières. Alors, en groupe de travail, donc par exemple en atelier, en autonomie ou accompagné. En libre accès, par exemple, si un élève a terminé son travail avant ses camarades, il peut faire quelques exercices sur Adaptive Math en se connectant de lui-même. Ou bien, s'il a envie de poursuivre son parcours chez lui, il peut se connecter de chez lui. Il aura juste besoin d'une connexion Internet et du matériel nécessaire pour avancer dans son parcours. Alors, nous avons plusieurs témoignages de professeurs et élèves. euh, Par exemple, nous avons, un professeur qui a inscrit sa classe Ulysse, sur Adaptive Math, qui est de l'académie de Besançon, qui explique que ce qu'il apprécie dans Adaptive Math, alors c'est tout d'abord les fondements scientifiques, la simplicité d'utilisation, mais aussi l'économie de papier et de préparation des exercices. Il y a un suivi des progrès et des repérages, des difficultés. Et également la variété, des exercices, donc la numérotation, le sens du nombre, la ligne numérique, les constellations et cetera. Alors comment accéder à Adaptive Math? Alors tout d'abord, via le site compagnon, où vous pourrez demander un accès directement via le site, donc www.adaptivemath.fr. La plateforme est optimisée pour ordinateur, donc que ce soit PC ou Mac, ou bien pour tablette. Une autre manière de s'identifier, sur Adaptive Math, c'est en demandant des licences avec votre UAI, donc l'UAI de votre établissement. Donc cela passera par le GAR, le gestionnaire d'accès aux ressources numériques. Pour cela, il faudra nous envoyer votre UAI et nous vous livrerons des licences. Nous avons également un site dédié à la ressource, où vous y retrouverez des actualités du projet. Par exemple, récemment, nous avons organisé un jeu concours qui, permettait de faire gagner, aux élèves des goodies comme des règles, des porte-clés et cetera, et aussi un petit cadeau pour le professeur. Et également une partie support avec des fiches pédagogiques, des vidéos tutos ou des pas à pas à télécharger. Vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux, donc Instagram
X, anciennement Twitter, et Facebook avec le pseudo AdaptiveMath, sur YouTube avec le pseudo Évidence B, mais vous pouvez aussi nous contacter directement à l'adresse contact@adaptivemath.fr. Je vous remercie de votre attention et à bientôt sur Adaptive Math.